Nous arrivons enfin à Fès, où nous bivouaquons juste à côté de l'immense Médina. Avec un guide local, non officiel, nous découvrons d'abord la partie la moins touristique de la Médina, celle où vivent encore les habitants loin des grands axes fréquentés par les visiteurs. Ici, s'orienter devient presque impossible. La Médina de Fès fonctionne comme un véritable labyrinthe médiéval, des passages qui semblent traversants se terminent soudain en impasse, tandis que de minuscules ruelles débouchent parfois sur d'autres réseaux de passages qui se prolongent à l'infini. Tout est pensé pour ralentir les intrusions et préserver la vie des habitants. Certaines ruelles sont si étroites qu'il est parfois impossible de se croiser sans se coller au mur. Et pendant que nous avançons dans ce dédale, l'ambiance devient soudain étrange. À seulement quelques rues de nous, un bâtiment vient justement de s'effondrer dans la ville. Dans cette Médina ancienne, fragile et extrêmement dense, l'histoire et la réalité se mélangent parfois brutalement. Nous rejoignons ensuite la partie plus touristique de Fès. Mais très vite, le contraste nous frappe. Ici, la sollicitation permanente des visiteurs devient épuisante. Vendeurs, rabatteurs, faux guides, une pression bien plus présente qu'à Marrakech, au point de parfois casser le plaisir de la découverte. Nous visitons malgré tout la magnifique Médersa Bouinania, l'une des plus célèbres écoles coraniques du Maroc, construite au XIVe siècle sous la dynastie mérinide. Son architecture est exceptionnelle, zélige géométrique, bois de cèdre sculpté, stuc finement travaillé et cour intérieure baignée de lumière. Particularité rare, la Médersa possédait aussi une mosquée et un minaret, ce qui en faisait un important centre religieux et intellectuel de la ville. Puis nous partons vers l'un des lieux les plus emblématiques de Fès, le quartier des tanneurs et ses célèbres tanneries Chouara. Depuis les terrasses qui dominent les cuves colorées, le spectacle est impressionnant. Chaque bassin possède une fonction précise dans le traitement du cuir. Certains servent au nettoyage des peaux avec de la chaux, d'autres au tannage, puis viennent les cuves de teinture aux couleurs naturelles. Malgré l'odeur puissante et le travail extrêmement difficile, les méthodes utilisées ici restent très proches de celles du Moyen Âge, perpétuant un savoir-faire ancestral devenu l'un des symboles de Fès. Nous quittons finalement Fès, sa chaleur et son agitation permanente, pour retrouver un peu de calme au bord de l'Atlantique, direction Moulay Bousselham. En route, nous passons près du barrage Sidi Chahed, immense retenue d'eau nichée au milieu des collines. En chemin, nous croisons une famille de cigognes, dans leur nid. Puis nous arrivons enfin à Moulay Bousselham, petit village tourné vers la mer et surtout vers son immense lagune. Ici, l'ambiance change complètement, longues plages sauvages balayées par le vent, barques de pêche colorées, dunes, et au calme de la lagune, tout semble plus paisible et plus lent. La particularité de Moulay Bousselham, c'est justement cette incroyable lagune de Merja Zerga, l'une des zones humides les plus importantes du Maroc. Entre eau douce et eau salée, elle forme un écosystème unique qui accueille des milliers d'oiseaux migrateurs venus d'Europe et d'Afrique. Au matin, nous embarquons pour découvrir la lagune. Très vite, les oiseaux apparaissent partout autour de nous. Des aigrettes garzettes avancent lentement dans les eaux peu profondes,
tandis que des groupes de flamants roses colorent l'horizon. Plus loin, les élégantes spatules blanches fouillent l'eau avec leur bec caractéristique. Dans le silence de la lagune, entre ciel, eau et sable, l'endroit offre une toute autre image du Maroc, plus sauvage, plus paisible et incroyablement riche en vie. Nous reprenons la route vers le nord du Maroc, avec une halte du côté d'Assila, avant d'atteindre l'une des villes les plus emblématiques du pays, Chefchaouen. Niché au cœur des montagnes du Rif, Chefchaouen apparaît presque irréel. Partout, les murs se parent de nuances de bleu, bleu ciel, turquoise, indigo ou cobalt. Dans les ruelles étroites et escarpées, chaque porte, chaque escalier et chaque façade semble avoir été peint pour transformer la ville en véritable décor de cinéma. L'origine exacte de cette couleur reste encore discutée. Selon certaines hypothèses, le bleu aurait été introduit par les communautés juives réfugiées ici au XVe siècle, symbolisant le ciel et la spiritualité. D'autres y voient simplement une manière de garder la fraîcheur dans les ruelles ou encore de repousser les moustiques. Quelle que soit la véritable raison, ce bleu est devenu l'âme même de Chefchaouen. Fondée au XVe siècle, comme place fortifiée pour résister aux invasions portugaises, la ville est longtemps restée relativement isolée dans les montagnes du Rif. Cette implantation lui a permis de conserver une identité très particulière, entre influences andalouses, berbères et méditerranéennes. Au cœur de la Médina se trouve la Casbah de Chefchaouen, ancienne forteresse construite par les fondateurs de la ville. Derrière ces murs ocre se cachent de paisibles jardins andalous. Depuis la plus haute tour, la vue est spectaculaire, un océan de toits, de ruelles bleues et de montagnes qui entourent totalement la ville. Nous nous perdons ensuite dans les innombrables petites ruelles de la Médina, où chaque détour révèle un nouveau jeu de lumière ou une porte colorée. La ville s'organise autour de deux places principales très fréquentées. La place Outa El Hammam, véritable cœur vivant de la Médina, est bordée de cafés, de restaurants et dominée par la Casbah et la grande mosquée. Un peu plus loin, la place El Aouta offre une ambiance plus calme autour de sa jolie fontaine traditionnelle. À Chefchaouen, tout semble inviter à ralentir, la lumière, les couleurs, les montagnes du Rif et ce labyrinthe bleu unique au monde. Nous quittons la ville bleue direction Tanger-Med avec encore une nuit à Assila, pour traverser le détroit de Gibraltar et remonter doucement vers la France. Nous traversons le Rif marocain connu pour ses montagnes, sa culture du cannabis et son passé de résistance aux puissances coloniales espagnoles et françaises. Avec quelques 4700 km parcourus au Maroc, nous avons été du Sahara à l'est, au sud marocain, en remontant vers le nord et les grandes villes d'Essaouira, Casablanca, Rabat, Fès et Meknès. Un voyage qui nous a donné un bon aperçu de la diversité des paysages et des cultures au Maroc.